Salut à tous et à toutes, on est ensemble pour le Fight Time numéro 11. Cette semaine, on accueille Lucas V-Bob, ancien basketteur professionnel, et comme d'habitude, Samuel Monin. Salut à tous. Salut les gars. Salut tout le monde. Le plaisir. Yes, pour un nouvel épisode, donc tu vas nous parler... On enchaîne ces épisodes. Ouais, bah c'est cool ça. On va continuer comme ça, avoir plusieurs invités à chaque fois. Donc Lucas, tu vas nous parler un peu de ton parcours dans le basket professionnel, basket français. Donc je te laisse te présenter par toi-même. Vas-y, Lucas V-Bob, ancien basketteur pro, j'ai arrêté ma carrière il y a à peu près 2 ans. Là maintenant je joue en National 2 au niveau amateur, histoire de finir doucement. Et voilà, qu'est-ce que je peux te dire de plus Tu viens d'où, Lucas? T'es d'Antibes, Antibois? Enfin, moi je te connais, on est amis depuis qu'on a 11 ans avec Lucas. Ouais. Moi je suis d'Antibes à la base, ouais. Né à Antibes, donc du sud-est 06. Voilà. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Ton parcours en basket, t'as commencé où? Qu'est-ce qui t'a fait de vouloir devenir être professionnel? Quel est ton parcours justement pour devenir professionnel? Dis-nous tout ça plus en profondeur. Je sais que t'avais aussi vite fait un papa, ton père était professionnel de basket aussi. Ouais, effectivement, c'est vrai que je viens d'une famille de sportifs, on va dire. Mes frères aussi sont basketteurs, ou étaient basketteurs. Moi j'ai commencé à Antibes. Je suis, comme je t'ai dit, je viens d'ici à la base. Donc il y avait un centre de formation ici qui était déjà bien en place. Donc j'ai pu faire mes premiers pas ici, en professionnel aussi. T'avais quel âge quand t'as commencé le centre de formation? Ça a commencé assez tôt, hein. Toi aussi tu viens du milieu du sport, t'as eu vers les 13 ans, ça y est, tu commences à être un peu dans les rails, quoi. Ouais. C'est ça. Ouais, et après ça, je suis parti aux États-Unis pendant 2 ans et demi. C'était sympa aussi, ça. J'ai fait le Kansas, la Californie, j'ai fait Hawaï. Donc c'était cool. C'est sympa parce que ça t'a permis aussi de jouer contre des bons joueurs, enfin des joueurs maintenant connus en NBA comme Boozer, comme des Carlos Boozer, des trucs comme ça. J'ai croisé pas mal de monde. J'ai joué avec Tipeee, avec Tony Parker en équipe de France jeune. J'ai joué avec pas mal de mecs qui ont fait des millions d'euros. Ouais. Et aux States, par rapport à ton expérience des États-Unis, ça t'a apporté quoi en fait par rapport à la France? Je dirais qu'ils ont une approche du sport qui est différente. C'est vraiment ancré en eux. Il n'y a pas un jeune américain, tu vois, qui sait pas faire un geste de basket. Tu vois ce que je veux dire? Donc par rapport à mon sport, par rapport au basket, c'est un peu ce qu'est le foot ici. Tu vois, puis on en parle tout le temps, c'est médiatisé, c'est des stars. C'est incroyable. Je te dis, c'est vraiment, tu peux pas ne pas connaître les joueurs de basket quand t'es là-bas, alors que si tu vas dans la rue, tu demandes aux gens un peu. C'est sûr que Tony Parker est moins connu pratiquement. Ouais, voilà, tu vois, Tony Parker, Rudy Gobert, aujourd'hui c'est un peu c'est les gros noms, on va dire. Boris Dio aussi un peu, tu vois. Mais sorti de ça, c'est vite fait, quoi. Par contre, ouais, mais comme j'avais dit, tu vois, dans un précédent podcast, c'est quand même incroyable. Par exemple, tu vois, je veux dire, tu prends un cas comme Tony Parker, tu le mets ailleurs, en dehors de la France, c'est un demi-dieu. Hein. Tu le mets en Argentine, tu le mets au Brésil, tu le mets de par sa carrière sportive. Parce que je veux dire, les gens, ils n'ont pas l'air de réaliser que gagner une Champions League, c'est beau, mais gagner 3 titres NBA et faire MVP. Il a pris 4 même, 4, non? Ouais, je sais plus, moi je me suis pris 4. Ouais, 4. J'imagine 4 titres NBA en étant MVP une fois, je crois. Une fois des finales. Bah, c'est énorme. Et en jouant pendant plus de 12 ans à San Antonio en titulaire, quoi. Non, mais c'est un truc de fou, Je veux dire, dans n'importe quel pays, comme tu as dit, il sera en Espagne ou quoi, laisse tomber, il serait partout, des pubs. Ici, tu l'as vu dans 2-3 pubs, et il a 2-3 sponsors et basta. Et parce que c'est le plus médiatisé de tous, mais franchement, voilà, c'est un peu minimisé sa performance, je trouve des fois un peu. C'est clair. Mais bon, bref. Je suis d'accord. Et donc les États-Unis, ça t'a permis quoi en fait? Moi, je me rappelle que t'avais bien pris aussi musculairement. Parce que t'avais fait faire de la muscu à l'époque. Ouais, c'est vrai que moi, j'étais parti d'ici, je faisais quoi? Je devais faire même pas 90 kilos et j'étais rentré à plus de 95, tu vois. T'étais à 100 kilos, moi. Ouais, peut-être même 100 kilos. Ouais, mais c'est vrai. Bon, déjà, tu vois, il y avait l'âge. Je suis parti à 18, 19, et je suis revenu à 21, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. Mais laisse tomber aussi, ça n'a rien à voir les séances de travail. C'est-à-dire là-bas, tu te levais en pré-saison, là-bas, on se levait à 5h30 le matin. T'allais t'entraîner pendant 2-3 heures. Il y avait la partie physique, tu vois, purement cardio, où tu courais partout, etc. Dehors, à l'intérieur, c'était la folie. Après, t'avais la partie muscu. Après, t'allais prendre ton petit déj, t'allais en cours. Et après, à 1h30, 2h, tu revenais pour 4 heures d'entraînement.
Et il y avait encore une séance de muscu, tu vois ce que je veux dire. Il y avait encore. Donc en fait, en dehors de la répétition des entraînements et tout, est-ce que parce que en fait j'ai l'impression que c'était surtout physiquement. En fait, les athlètes américains sont surtout hyper prêts physiquement. Ils sont techniques, hein, bien sûr, mais en Europe aussi, on a des joueurs très techniques et je pense des centres de formation. Enfin, je sais pas trop en basket, mais je sais qu'en foot, on a des centres de formation maintenant un peu partout. C'est quoi, mais ça a changé un peu. C'est-à-dire que moi, quand je suis parti là-bas, c'est vrai que la différence était surtout au niveau du travail physique et tout, et de l'approche aussi, tu vois, du terrain. Tous les exercices sont chronométrés, etc., etc. Tu vois, c'était beaucoup plus poussé. C'est pour apporter quoi, en fait, tout ça? C'était, je sais pas, tu vois, c'est juste l'approche. C'est juste l'approche du sport, tu vois. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en Europe, après, en Europe, ça s'est affiné, tu vois, techniquement. Ouais, ça a pas, voilà, parce que physiquement, ça peut pas suivre. Et du coup, ça a commencé à rattraper les Américains, tu vois. Les Américains ont commencé à perdre, que ce soit au JO, que ce soit au championnat du monde, etc. Et du coup, eux, après, ils ont remis un coup de boost, je dirais, tu vois, sur le côté technique. Tu vois, t'as capté. Ouais. Du coup, les mecs, maintenant, ils shootent à 10 mètres, 12 mètres, il n'y a pas de souci, c'est la folie. Maintenant, t'as des grands qui shootent de loin. T'as compris. Ça, je me rappelle que quand on était jeunes, t'avais aucun pivot qui pouvait mettre des 3 points. C'est ça, t'as capté. Maintenant, ils sont tous là à prendre des 3 points. Et maintenant, du coup, quoi, ils ont et les meilleurs shooters et les meilleurs, tu vois, physiques, les meilleurs athlètes. Donc ça y est, c'est réglé. Et pendant ces 2 ans, il y a un joueur qui t'a un peu marqué en université, parce qu'on parlait de Carlos Boozer, tu m'avais dit, lui, t'avais fait, je me rappelle que t'avais fait un super match contre lui d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a des joueurs qui t'ont vraiment, lui c'est... Ouais, j'en ai croisé quelques-uns, mais tu sais quoi, la plupart des mecs qui m'ont impressionné vraiment jeunes, ils ont pas réussi vraiment. Ils ont pas réussi, frère. Un truc de fou. Et comment ça se fait, ça? Je sais pas, c'est bizarre, hein. C'est manque de travail à un moment, tu penses, ou mauvaise décision? Ouais, voilà, c'est ça. T'en as qui se relâchent parce qu'ils dominent tellement, tu vois, ils ont tendance à se relaxer. Je sais pas, c'est après, moi, tu vois, pour moi, il y a une partie de destin aussi après. D'accord. Après, c'est sûr que c'est admirable aussi, ça d'ailleurs, hein, les gens qui sont très très doués naturellement et qui sont plus travailleurs que les autres. C'est ça, c'est ceux qui font la diff. Incroyable, les Kobe Bryant, LeBron James, les mecs comme ça qui travaillent autant ce n'est plus que les autres et qui en plus ils sont déjà tout en haut, mais ceux qui bossent le plus. Ça fait des génies, c'est sûr. Et donc après ces 2 ans, t'as décidé de rentrer en France ou c'est un peu le fait que là-bas t'aies pas trouvé vraiment ce qui te convenait? Non, ça a été mon choix, parce que je me rappelle, c'est ça aussi. Ouais, c'était mon choix et je suis parti sur un coup de tête et tu vois, avec le recul maintenant, je peux dire que tu regrettes un peu? C'était une connerie. Des regrets c'est un peu trop fort, tu vois, mais c'était une connerie au niveau on va dire, d'un point de vue carrière, quoi, vraiment, tu vois. Parce que bien, je me suis grillé. Les mecs après ils ont dit il est instable. Le mec il part sur un coup de tête, il dit rien à personne. Mais quoi, t'es parti du jour au lendemain? Ouais, je suis parti, j'ai rien dit à personne, je me suis barré. Je suis allé me cacher chez une biche. Frère, je suis allé me cacher chez une biche carrément. Ils sont partis en déplacement, je suis allé prendre mon avion, je suis rentré en France. Merde. Pourquoi, t'en as eu un ras le cul là-bas? C'était quoi? Ouais, non, c'était un mélange de choses. En fait, non, regarde. En fait, je devais être un joueur majeur du truc, tu vois. Ouais. Et j'arrive, déjà, je suis suspendu les premiers matchs parce que j'avais joué un peu en pro quand j'avais 17 ans. Et bon, donc, il m'avait suspendu les 2-3 premiers matchs, 3-4 premiers matchs. Ouais. Tac. Et après, j'arrive, premier match, je suis MVP du match, machin, tout ça, ça se passe super bien. Et tout à coup, le tournoi de Noël, il arrive et c'est le gros truc, tu vois. Ouais. Et là, il me fait jouer 0 minutes, frère, de tout le tournoi. Alors, il n'y avait aucune raison, tu captes. Et là, j'ai capté, je me suis dit, le mec, il veut que je reste à tout prix 1 an de plus, tout ça, vas-y. Et en fait, j'ai pété un cap, tu vois. Ouais, je capte. Je suis parti. J'ai vécu la même chose en Écosse. Ouais. Et donc, quand t'es rentré en France, comment ça s'est passé? Bien. Je suis rentré dans ma ville, Antibes. Ouais, j'avais déjà signé le contrat, en fait, tu vois. Je savais déjà ce que j'allais faire. D'accord. Donc, avant de partir là-bas, t'avais déjà signé avec Antibes. Ouais, tu vois, c'était déjà avec Antibes, c'était? Ouais, c'est l'époque où t'es revenu, t'habitais à Talazur, c'est ça? Ouais, c'est ça, Ravel. Ouais, bien sûr. Ils en ont eu ras le cul de ta gueule. On s'est fait virer de partout. Je dis parce que t'étais là. Ouais, j'étais toujours dans le coin. Ouais, c'est clair. Et donc, Antibes, ça s'est bien passé. T'as fait combien de temps? 2 ans, je crois, non? C'est ça, t'avais fait à Antibes? À Antibes, j'ai fait... non, 1 an. J'ai fini la saison. Ouais. J'ai fait genre de janvier à mai, juin, tu vois. T'as repris une saison. Et après, je suis parti à Chalon.
Ok, ouais, Chalon-ci d'ailleurs. Chalon-ci, t'étais là. C'était bien Chalon-sur-Saône, c'était sympa, franchement. D'ailleurs, incroyable, j'en parlais aussi, c'est incroyable cette ville, Fouad. Tu verrais, c'est un truc de malade. C'est tourné basket, hein, mais comme je t'ai dit, ils ont un stade, mon pote, c'est un truc de fou. Même les infrastructures, hein, putain, pour une ville comme. C'est une petite ville, mais laisse tomber, ils vivent pour leur équipe. C'est un truc de malade, carrément. Même les infrastructures, même là dans la ville, hein, ils sont sympathiques avec vous. Ils ont un stade qui s'appelle le Colisée, frère. Carrément, tu vois ce que je veux dire? C'est impressionnant. C'est une bonne époque, ça. T'as fait des bonnes choses là-bas aussi. Hein. C'était bien parti. Oui, après. C'était bien parti. Après, voilà, tu vois, le coach, il s'est fait virer. Après, c'était plus la même. Mais c'était cool. C'est fou, ça, au niveau sportif, parce que souvent, je dis pas que c'est que ça, mais un entraîneur, ça fait beaucoup quand même dans la confiance d'un joueur. J'ai vu Dado Pstro, tu vois que c'est Dado Pstro? Il a joué avec l'équipe de Croatie, tout ça et tout, quand c'est en demi-finale de Coupe du Monde. Il joue à Monaco pendant des années, il a joué à Monaco, un attaquant, avec une queue de cheval, un peu barbu, un peu grand, costaud. Tu regarderas sur YouTube Dado Pstro. Et je me rappelle que Dado, il était au fond du gouffre. À l'époque, je crois que c'était banni de l'entraîneur. Et il était au fond du gouffre, il n'arrivait plus à rien faire, alors que c'était un très très bon joueur, tu vois, à la base. Il n'arrivait plus à rien faire parce qu'il avait plus confiance en lui et qu'en plus l'entraîneur, il le poussait pas, tu vois, au contraire. Et pas qu'il le détruisait, mais je veux dire, le fait de le faire moins jouer, tu vois, parce que tu joues moins bien, tout ça. Et bref, il y a eu un changement d'entraîneur, je sais plus c'était qui, c'est Tigana ou Puel ou je sais plus. Et qu'il a redonné du temps de jeu, qu'il a remis en confiance. Et le mec, de là, il a commencé à rejouer en D1. De là, il a été qualifié avec l'équipe de Croatie. De là, il a fait la Coupe du Monde. De là, tu vois ce que je veux dire? Alors que si ça avait été... Là, il était parti pour pas faire la Coupe du Monde, rien du tout. Il jouait plus pratiquement, tu vois ce que je veux dire? Donc ouais, c'est sûr que souvent un entraîneur ça lui fait beaucoup dans une carrière, Et donc Chalon-sur-Saône, donc la première année vous avez fait quoi? Vous avez bien fini la première année? Vous avez fait un bon truc? Non, en fait moi je suis arrivé là-bas, le coach ça se passait super bien, machin tout ça, mais le club tu vois c'était tendu au niveau des résultats. Donc le coach il s'est fait virer et après ça tu vois il fallait sauver le club. Moi j'étais là, j'avais 22 ans, 22 ans je crois. C'était pas mon job entre guillemets quoi, tu vois ce que je veux dire, donc résultat je me suis retrouvé à beaucoup moins jouer. Après il y a eu 2-3 petites histoires aussi et donc du coup après j'ai fait 15 ans finalement là-bas et je suis parti à Paris après. Et c'est là que ma carrière elle a vraiment Paris, décollé. Ça a cartonné Paris. C'était bien Paris, c'était comment Paris? Parce que moi aussi, là aussi, on s'est vu à Paris. Là aussi, t'en sens. Non, mais ouais, c'était le top Paris, frère. J'arrivais 10-06. Franchement, c'était top. Après ça, Chalon, là, j'arrive à Paris. C'était bien. Des belles infrastructures, Paris, parce que par contre, là, on n'avait pas eu l'occasion de voir le stade, on s'était vu plusieurs fois. J'étais venu te voir 2-3 fois, mais j'avais pas eu l'occasion. Paris, c'est spécial, tu vois. Paris, c'est un peu comme ici en fait, j'ai envie de te dire. Si ça gagne, le stade il va être plein, mais si ça perd, les gens ils ont autre chose à faire, frère. Tu vois, alors là-bas ils ont encore 1000 choses. Ils sont busy. Il y a trop de choses à faire. Ils sont occupés, frère. Donc, c'est là que tu as été en équipe de France d'ailleurs, je me rappelle. Ouais, non, en fait. Tu as été présélectionné en équipe de France. Là, ma première année en fait, tu vois, ça se passe bien, machin, tout ça. Le coach, c'est Jacques Monclar à l'époque. D'ailleurs, big up à Jacques Monclar. Je le connais pas, mais dédicace. Il m'a sauvé ma carrière, lui. Franchement, déjà ça, franchement, il a toujours été derrière toi, cet entraîneur. Et c'est un super entraîneur. Et pour ceux qui regardent NBA Extra ou truc, franchement, au niveau analyse, basketball, au niveau humour, analyse, basketball, c'est un monstre. Franchement, il est trop bien là. J'avoue, il déchire ce mec. Il a rajeuni depuis qu'il a la télé. Franchement, il déchire. Même moi je regarde tout le temps, il fait rire, et puis ses analyses au niveau basket, il est dans le vrai quoi, il est vraiment dans le vrai. Il arrive à dire des trucs techniques, à faire passer les trucs techniques, tu vois, même aux non-initiés, je dirais. C'est ça, exactement. Franchement, il est bon pour ça. Donc c'est lui qui te fait venir, en fait, de Chalon-sur-Saône, c'est lui qui te fait venir? Déjà c'est lui qui me fait venir, tu vois, parce qu'à Chalon c'est tendu, vite fait, tu vois, je t'ai dit vite fait, en fait, milieu de saison j'ai eu une bagarre. Ouais. Et après, tu vois, c'était tendu, il voulait plus trop de moi là-bas. Le mec est agressif. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et donc lui, tu vois, il a dit, ouais, moi je le prends, machin, tout ça. Ça se passe bien, je me blesse. Manque de peau, tu vois, je me blesse. Au bout de combien de temps tu te blesses? Au bout de genre au mois de novembre, tu vois.
novembre, décembre. Donc ça fait combien de temps que t'es au club déjà? Donc ça fait quelques mois et ça se passe bien. Tu le vois, genou, pour un jeune toujours et tout. Ouais, le genou. Ouais. C'est là que je me blesse la première fois le genou. Tu vois, en fait, c'est là que ça commence tes problèmes. Il me fait une grosse faute, tu vois, je retombe mal. Et c'est là que ça commence la merde. Et à ce moment-là, tu vois, donc je dois me faire opérer, tout ça, tac, je rejoue pas de la saison, et ça change de propriétaire Paris. C'est des Américains qui arrivent, qui achètent le truc, tu vois. D'accord, ok. Et à ce moment-là, eux, ils disent, ouais, le mec blessé, là, on n'en veut pas, tu vois. D'accord. Et c'est toujours Monclar qui reste entraîneur. Et Jacques, lui, il est plus entraîneur, mais il est directeur sportif, ou un truc, ou général manager, tu vois, un truc comme ça. Et genre, lui, il dit, non, il reste et tout. Et là, je fais la saison qui lance ma carrière, où je finis All-Star, etc. C'est ça. Ouais. Tu finis All-Star dans le meilleur défensif, dans le meilleur 5 défensif. Tu vois, j'avais pas mal de trucs cette année-là et voilà, c'était cool. C'est quoi, tu trouves, peut-être déjà, on en revient un peu à ça, un peu un coach qui te pousse déjà, mais c'est quoi qui déjà, il y a un nouveau coach, Gordon Herbert, tu vois, qui est arrivé cette année-là. Ouais. Et lui, il a amené, pour moi, c'est le meilleur entraîneur que j'ai jamais vu, tu vois. Il était c'est quoi, c'est un Américain? C'est un Canadien. Canadien, d'accord, ok. Et c'était un entraîneur il était où avant? Il entraînait des gros clubs, D'où il arrivait, lui, déjà? Tu sais que je sais pas d'où il arrivait. Je sais plus. Quoi, un technicien de fou? C'est quoi qui t'a il avait juste une approche, tu vois, il avait une approche différente. Genre, il était juste, frère. Ça te va? Genre, il parlait aux Américains ou aux Français, selon ce qu'ils faisaient sur le terrain, ou selon leurs conneries, ou selon ce qu'ils faisaient de bien, tu vois. Il était juste. Et ça, c'est. Déjà, c'est. Dans son... Ouais, voilà, tu vois ce que je veux dire. Si un mec, il estimait que lui, il pouvait faire plus de trucs, il le disait devant tout le monde. Lui, il a le droit de faire plus de trucs. Voilà, c'est comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux rien dire. Ouais, normal. Après, et il te disait, toi, tu fais pas ça. Si tu le faisais, il avait dit devant tout le monde que toi tu devais pas faire ça. Donc tout le monde te regardait, genre tu fais quoi? On t'a dit tu peux pas faire ça. Ouais, c'est mieux ça, c'était clair et net. Au moins tu sais où tu vas. Et l'assistant coach c'était Kenny Grant, je crois il s'appelle. Ouais. Kenny, moi j'appelle Kenny, tu vois. Et c'est le coach des Nets de Brooklyn. Ok, en plus c'est déchire cette petite équipe là. Ils viennent de se faire éliminer là en play. Ils se sont fait éliminer là, bonne équipe, ouais. Et donc lui c'est leur coach, Kenny. Tu imagines quand même, donc c'est au niveau quoi les mecs. Quoi. Ouais, tu vois ce que je veux dire, on avait un putain de staff, dans l'équipe il y avait Mamoutou Diarra, tu te rappelles de Mam? Ouais, bien sûr, super, bien sûr, super, il y avait laisse tomber. Il y avait une belle équipe, hein. Vous aviez une belle équipe, on avait une équipe de ouf. D'ailleurs, vite fait, j'ai une petite question, moi je me suis toujours posé, c'est quoi ça en fait la différence dans coach, assistant coach en fait? Et l'assistant coach il sert à quoi en fait, en gros? Dans le basket. C'est un peu tu vois, le coach, quand il doit mettre des trucs en place, tu vois, des fois, il fait travailler une partie d'une équipe là, une partie d'une équipe de l'autre côté. C'est son bras droit, quoi, tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais il a un vrai job, il est pas là pour passer les bouteilles, tu vois. Il bosse vraiment, tu vois. C'est cool. Donc là, tu fais All-Star, meilleur défensif, meilleur rebondeur, etc. Ouais, voilà, tu vois, j'ai pas mal de petites récompenses, de trucs, de machin, ça se passe bien. Je suis présélectionné en équipe de France, tu vois, et finalement, je pars pas parce que mon genou, tu vois, il faut faire attention. Et genre, et à ce moment-là, il partait pour quoi, là? Il partait pour le championnat d'Europe? Je sais même plus il y avait quoi. Et là, tu pars de suite pour l'Espagne, tu fais pas, tu restes pas à Paris? Non, pareil, tu vois, ça c'est un truc. Si j'avais pu faire une deuxième année, c'est pour le coach. J'aurais dû suivre ce mec-là, tu vois, où qu'il aille. Mais bref, je pars en Espagne, pareil, ça se passe bien. C'est quoi, c'est l'attrait de la thune Non, en partie, je vais pas te mentir. Ici, il n'y a pas de mot, on se dit tout, il n'y a pas de souci. Non, mais normal, à un moment, t'avais quel âge là? J'avais 25 ans, tu vois ce que je veux dire? Je me disais, vas-y, c'est le moment de prendre un billet. Alors qu'en vrai, c'était bête. Parce que ce mec-là, ce coach-là, il valait plus d'argent que, tu vois, il valait plus que n'importe quel chèque à ce moment-là de ma carrière, tu vois. Et puis t'aurais peut-être pu renégocier avec Paris, mais bon, t'aurais jamais gagné autant qu'en Espagne. Non, il m'avait proposé un truc, mais c'était bidon, tu vois. Il m'avait proposé un truc, en fait, de manière à me faire comprendre que, bon, on peut pas te donner le truc que tu vois, donc il vaut mieux que tu bouges. D'accord, ok. Excuse-moi, dans ton équipe là en Espagne, là, donc je sais qu'en Espagne il y a des gros salaires, tu vois. Ouais. On parle en moyenne, les joueurs à ce niveau-là ils gagnent combien, tout ça et tout. Juste pour que les gens ils sachent un peu. C'est difficile parce que tu sais quoi, il y a des clubs, des fois tu te retrouves, il y a des mecs qui se sont retrouvés à signer des contrats énormes et puis bim, crise financière et ils sont pas payés, ils peuvent pas être payés, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc ça dépend. La moyenne je peux pas te dire. Après ce que je peux te dire c'est que voilà, tu vois, il y a des mecs qui jouent au Real, au truc, au machin, c'est en millions. Quand t'es en première division là-bas, t'es bien. D'accord. T'es bien. Ok. Moi, parce que je peux te parler à l'époque du foot. Non, mais c'est pas comparable.
Bah, à l'époque, on était en France, je crois. Hein, ça, mais tu peux pas comparer avec le foot. Mais nous, il n'y avait pas beaucoup qui gagnaient 1 million à Monaco. Non, mais là, moi, je te parle aujourd'hui, mais le foot, quoi qu'il arrive, frère, tu peux pas comparer. Non, mais je te parle à la même, parce que là, on était à peu près aux mêmes époques. Non, toi, c'était encore après, ça, encore. Mais je dirais à peu près à cette époque-là. Ouais, donc non, mais ce que je veux dire, c'est que ce que je veux dire, c'est que le basket en Espagne, c'est un peu les mêmes salaires pratiquement qu'en Ligue 1 en France. D'après ce que tu me dis, parce que moi, je vais te dire, par exemple, Barthez gagnait 1 million de francs. En fait, ils ont gagné 2 600 000, mais il y avait 56% à donner à l'État, tu vois. Ouais. Donc, il avait demandé pour toucher 1 million net. Mais c'était en francs ou en euros, je sais même plus. C'était après la Coupe du Monde en 98. Non, c'est en euros, ça y est. C'est en euros, putain. Ah non, Coupe du Monde après la Coupe du Monde 98, c'est encore en francs, voilà. Bah, c'est 1 million de francs. Et je sais que, par exemple, gardien remplaçant, des trucs comme ça, ils étaient à 200 000 francs, tu vois. Des beaux salaires, hein, gardien remplaçant, 200 000 francs, 150 000 francs. Et les gardiens, tu vois, après, les joueurs, c'est 350 000 francs, 500 000 francs. Mais tu vois, déjà, au basket, pour toucher ces sommes à l'époque et tout. Déjà, c'est encore un cran au-dessus, forcément. D'accord, ok. Quoi qu'il arrive. Ok. Et donc, comment ça se passe, ton arrivée en Espagne? Parce que vite fait, j'ai eu une petite anecdote de Mike. Putain, franchement, ça m'a fait... Parce qu'en Espagne, je suis jamais venu te voir, par contre. Ouais, non, il y a Mike et Zayev qui sont passés. Après, Rosan aussi qui est passé. Qu'est-ce que ça m'a fait? En fait, Mike, c'est un ami en commun. Est-ce qu'il paraît, il est resté une semaine cloîtré chez toi? Il est pas sorti, le mec. Raconte un peu comment ça s'est passé, tout ça. Non, l'Espagne, moi, franchement, j'ai kiffé. J'étais à Saragosse, ville de, tu vois, c'est 1 million et quelques d'habitants. C'était canon, moi, j'ai kiffé. La seule raison, tu vois, c'est que je me suis blessé encore une fois, tu vois, Nice, moi, je serais resté. Nice, à peu près, ça représente. Non, Nice, c'est 450, je crois. Ah ouais, d'accord. Non, frère, c'est une grande ville, c'est une grosse ville du nord de l'Espagne, tu vois, un peu centre, nord. Et il n'y a rien autour, par contre. Ça veut dire, tu vois, c'est genre désertique à côté. Ouais. Et donc, comment t'arrives là-bas? C'est beau, t'aimes bien? Moi, j'aime bien. J'ai l'impression que c'est un peu futuriste par rapport à la France, tu vois ce que je veux dire? Genre, les mecs qui sont les infrastructures et tout, les mecs, c'est autre chose. Tu vois, c'est autre chose. Au niveau basket, là. Et frère, laisse tomber. Là-bas, c'était une salle de 14 000 personnes. Donc, pour le basket, tu vois, c'est costaud. Et genre, il y avait 11 000 abonnés. C'est énorme. C'est un truc de fou. Ils m'ont fait vibrer. Ils m'ont fait. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Et donc ton arrivée se passe bien, t'es bien logé en plus, je crois que t'avais trouvé un bon truc. Non, ils m'ont mis bien, le salaire c'était, tu vois, tout était carré, le salaire, l'appart, vraiment tout, tu vois, je sentais que j'avais, tu vois, passé 2-3 crans en termes de structure, quoi. Mais voilà, tu vois, encore une fois, après, est-ce que c'était le meilleur choix pour ma carrière? Je sais pas, tu vois. Et comment ça s'est passé donc t'as commencé à jouer. Non, ça s'est bien passé. On avait une belle équipe. En fait, là-bas, c'était spécial, tu vois, parce que c'était de la 2e division. Donc, ça veut dire que c'est une équipe, mais c'était une équipe qui visait la montée, tu vois, tous les ans. Donc, ils avaient pris que des mecs, genre. Et moi, je devais m'inscrire dans un projet, tu vois, sur 4-5 ans. Tu vois ce que je veux dire? Où j'avais des années de contrat garanti si on montait. D'accord. T'avais signé pour? J'avais signé en montant? Non, pour en temps. En temps, j'avais signé pour genre c'était un 2-3 ans et tu vois si on montait il y avait genre 2-3 ans tu vois qui s'alignaient pareil tu vois. Je crois que c'était 2 ans et 2 ans tu vois. D'accord. Et genre là, tout se passe bien, on finit premier du championnat et on perd. De quoi, devant Barcelone et tout? Non, parce que je te dis, c'était de la 2e division, donc c'était pour la montée. Mais c'était costaud, tu vois, c'est-à-dire, par exemple, en pré-saison, on joue au Real de Madrid, tu vois ce que je veux dire? C'était une grosse équipe, tu vois, les grosses écuries qui veulent de suite, machin. C'était un truc comme ça. Et en fait, notre équipe, franchement, on aurait tapé la plupart des équipes du championnat de France, tu vois, à ce moment-là. On avait vraiment une grosse équipe, tu vois. On joue au Real de Madrid, on perd de 8 points, tu vois. Vraiment, c'était costaud. C'était comme ça là-bas, c'était genre les 3-4 équipes de top équipes de D2 là-bas, tu vois, ça valait je capte, voilà. comme en Angleterre, hein, la D2 donc tu vois, ils ont allongé un billet pour que je vienne parce que moi j'étais All-Star en France, machin et ça, ils ont allongé un billet, un projet, tac, moi ça m'a charmé, tu vois, je suis parti et finalement je me blesse en fait, tu vois, arrivé vers la fin de saison, tu vois, arrivé milieu donc en fin de saison, deuxième partie de saison, non, je dirais genre avril. D'accord. Et je dois revenir vite pour les playoffs, tu vois ce que je veux dire? Et je reviens aux playoffs et je suis encore blessé, tu vois, en vrai, tu vois, mais je joue quand même.
Et résultat, je me nique vraiment le genou. Ça aggrave la blessure. Ouais, ça aggrave la blessure, ouais. Et ils t'ont mis sous. Comment on appelle ça? Quoi, piqûre ou quoi, ça? Ouais, mais tu sais, comme ils font des fois, là. Moi, j'ai déjà fait une fois pour jouer au foot. L'infiltration? L'infiltration, pardon. Ouais, non, j'ai pas fait à ce moment-là, j'en ai déjà fait dans ma carrière. Hein. D'accord. Mais j'ai pas fait à ce moment-là, c'était pas ça qui est nécessaire, parce que en fait, c'était le tendon d'Achille, j'avais le tendon d'Achille qui était touché à 15%. Donc il fallait, tu vois, vraiment que ça reste. C'est chaud, plus le tendon d'Achille. Au niveau blessure, tu vois, ouais. Et puis au niveau blessure, c'est long à remettre. C'est long si tu te le niques vraiment, tu complètement, vois. Ouais, complètement. Là, tu prends 6 mois, 8 mois, tu vois. C'est énorme. Donc je pouvais pas prendre ce risque, donc j'étais dans une bottine, tu vois, pour pas que ça bouge et tout. Ouais. Mais du coup, ça a affaibli le reste de la jambe et je me suis niqué le genou quand je suis revenu. En tout cas. Et là, j'ai été blessé genre 2 ans et demi, un truc comme ça. Enfin, 2 ans et demi en continu, non. En fait, tu revenais 2 mois. 2 ans et demi, j'ai pas joué pendant 2 ans et demi. Ok, donc t'es resté combien de temps à Saragosse J'ai fait 1 an. En plus? Non, j'ai fait que 1 an là-bas. T'as fait que 1 an, donc quand tu t'es blessé. Ils voulaient me signer, moi j'étais blessé, eux ils voulaient me signer, ils disaient on te signe 2 ans, on te soigne, nanana. Mais moi je me disais, non, vas-y, c'est bon. Je me suis blessé chez eux en D2, j'étais en bas, tu vois, je me disais, vas-y, c'est le bad et tout. Je me soigne et je retourne cash en France et tu vois, ça repart. Et finalement, ça a mis du temps. D'accord. Et qu'est-ce que t'as fait donc pendant ce temps? T'es revenu sur Antibes à un moment? Ouais, j'étais là. Ouais. J'étais là pendant ce temps. Toi, t'étais là aussi, je crois. Ouais, j'étais là. Ça y est, t'étais là, t'étais rentré aussi. Je crois toi, tu vois, t'as arrêté à ce moment-là et moi, j'étais blessé à ce moment-là. Attends, moi, j'ai arrêté. Moi, c'est 2007, un truc comme ça. 2007, ouais, ça doit être dans ces eaux-là. Ouais, ça doit être dans ces... Non, un peu. Non, moi, j'avais attaqué juste avant déjà. J'avais arrêté avant, moi, le foot. J'avais arrêté en 2003, moi, un truc comme ça, 2003. Ah ouais, déjà, ouais, bah, tu vois, t'étais là alors. Ouais, j'étais là. Mais toi, ah ouais, c'était l'époque où tu t'avais pas de club, là, que tu te faisais la rééducation, tout ça et tout. C'est ça. T'as fait 1 an comme ça? J'ai fait 2 ans et demi, frère, comme ça. T'as fait autant que ça? D'accord, ok. Et comment tu vivais, comment tu t'en sortais financièrement? T'étais au chômage, c'est ça? Ouais, c'est ça, t'as vu, chômage. Dieu merci, tu vois, je sortais d'un bon contrat en Espagne, donc j'avais un peu, tu vois, de côté. Chômage. Et puis t'avais un bon chômage. J'avais un bon chômage, mais ça n'a pas duré 2 ans et demi, tu captes. Ouais. Donc, mais ça va, j'avais des sous de côté, tu vois. Donc ça, de ce côté-là, c'était cool. Et toutes sortes de... Ah, tu peux prendre l'appel de ta maman. Appel de la maman, appel à la prière, il y a tout en même temps. C'est clair. Et ouais, donc je te disais, donc ouais, tu vois, j'étais là, c'était dur, frère, mais t'as vu, vous étiez là, il y avait la famille, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est clair. Donc voilà, ça a duré le temps que ça a duré, mais ça l'a fait. D'accord, ok. Et après, t'es reparti sur 1 an en Antibes? Et après, ouais, je suis reparti sur 1 an en Antibes en Pro B. Et j'ai fait vite fait, tu vois, j'ai fait 3-4 mois à Évreux. Après, j'ai fait 1 an en Antibes en Pro B. Et après ça, j'ai pu signer à Cholet, l'Euroleague, etc. Tu vois. Exactement. Donc après, ça, c'était le monstre. Ah, c'était énorme, ça. Donc après, comment ça se passe? Arrivé à Cholet? J'arrive à Cholet, et eux, ils viennent d'être champions de France. En début de saison? Ouais, j'arrive, tu vois. Eux, ils viennent d'être champions de France. Et nous, on les a joués avec Antibes cette année-là. En Coupe de France, on les a battus. D'accord. Tu vois, et j'ai fait un gros match. Donc le coach Kunter, il me kiffe et il me signe. Et à ce moment-là, donc moi j'arrive, ils ont une équipe de nique et c'est la meilleure équipe pour laquelle j'ai jamais joué. Franchement, c'était trop chaud le niveau, c'était vraiment. C'est que des mecs, Fabien Causor, aujourd'hui il joue au Real de Madrid, il y avait Rudy Gobert, aujourd'hui Utah Jazz, c'était un jeune, tu vois, mais il était là. Bref, il y avait vraiment une grosse équipe. Et voilà, tu vois, on a joué l'Euroleague, on a joué Barcelone, Fenerbahçe, tout ça. Là, je me rappelle, c'était énorme ça. C'est bien passé toutes ces rencontres? Ouais, franchement, on est passé à 2 doigts de se qualifier pour le 2e tour et il n'y a pas une équipe qui l'a fait depuis Portet, je crois, en 2007, un truc comme ça. Il n'y a toujours pas d'équipe qui l'ont fait d'ailleurs. Putain, c'est chaud. On perd de 3 points contre Barcelone, mais on bat Fenerbahçe, ils étaient invaincus en Europe, on les tape chez nous. Incroyable. Tu vois, ouais. Je me rappelle. T'as fait combien de temps là-bas? Je fais 3 ans là-bas. 3 ans là-bas, putain, énorme. À Cholet. Énorme. C'était cool. Et après? Et après, ça commençait à être la fin de carrière, tu vois. J'avais 33, un truc comme ça. Tac, j'arrive à Antibes. Ton genou, ça allait mieux à cette époque-là, plus de blessures? Ça allait mieux à ce moment-là, mais là, à ce moment-là, ça commençait à redescendre un petit peu, tu vois. Genre, ça commençait à refaire mal chanter, tu vois. Ça commence à tirer. Vers la fin, ça commençait à tirer. Ouais, ça commençait à tirer, ouais. Donc là, qu'est-ce pas ça? Donc là, je reviens à Antibes, aux Sharks à ce moment-là, tu vois. Maintenant, c'est l'Antibes Sharks et tout. Ça se passe mal, grave mal. On fait 1 an, ça redescend, ça change de coach, c'est un bordel. Les mecs qui ont le club, les Belges,
pourri. Depuis la belle époque d'Antibes, ça a souvent été comme ça, malheureusement, le club d'Antibes, c'est qu'il n'y a pas de stabilité. Encore aujourd'hui, regarde, là, ils sont remontés en proie, mais là, ils vont redescendre. Là, ouais, non, mais je sais très bien, frère. Alors qu'il y a... c'est dommage, parce que moi, quand je me rappelle, quand je suis arrivé petit à Antibes, je suis arrivé on était 5e ou 6e, j'avais 11 ans, 12 ans, je crois. Et j'étais au sport-études basket à Fersen. Avec toi, tout le monde et tout, te rappelle. Et je me rappelle que c'était une ville vachement tournée vers le basket, tu vois. Et au lieu de promotionner ça et je sais pas, putain, ça peut être un beau truc en type. Ça a été un beau truc en plus, putain, avec la... Tu te rappelles quand ils ont gagné le championnat de France? Oui, bien sûr, c'était magnifique. Même les équipes qui ont connu des hauts, des bas, les Limoges, les trucs, c'est, tu vois, tu sais, quand tu parles de Limoges, n'importe quel Français, tu vois, tu penses au basket, tu penses au truc, eux, ils ont su, tu vois, capitaliser là-dessus Antibes. Je sais pas trop, et là ils ont changé le nom, ils ont fait tout ça, ils font des allers-retours Pro B, Pro A. Et je comprends pas, alors que putain, frère, là ils ont tout fait, le logo va bien. C'est beau, hein, c'est beau, hein, tu vas dans la salle, c'est grave beau, c'est grave bien fait. Mais bon, et putain, il faut des résultats, c'est ça qui compte, c'est le terrain. Il vaut mieux être champion de France, tu vois, dans la petite salle là-bas au centre-ville que. Mais c'est clair. Alors cette grande salle maintenant, l'année prochaine en Pro B, vas-y pour la remplir. Non, mais c'est clair. Et en plus, là, mais à un moment aussi, il faut prendre. Faut mettre l'argent sur la table, hein, c'est tout, et prendre des bons joueurs pour avoir un projet. Sur la Côte d'Azur, l'argent est lié. Hein. Après, c'est qu'ils n'arrivent pas à vendre le truc. Hein. Ils savent qui c'est qui a l'argent ici. Hein. Ouais. Ils n'arrivent pas à vendre le truc, tu vois, c'est tout. Hein. Ouais, exact, ouais. Parce que en même temps, le problème, c'est que quand t'es pas dans des grandes villes populaires, t'as du mal à avoir du monde dans les stades quand même. Mais Antibes, frère, Antibes, c'est au milieu de Nice, c'est entre Nice et Cannes, il y a je sais pas combien de personnes, frère, tu vois ce que je veux dire, tu dois pouvoir... Il y a une promotion à faire dessus, c'est sûr. Regarde Nice, l'OGC Nice, tu crois quoi? Les fans, ils arrivent de Cannes, ils arrivent d'Antibes, ils arrivent de partout, tu vois. Ouais, mais le foot, c'est différent, il y a une exposition médiatique. C'est dans la culture, tu vois, et ici, c'est ce qu'ils auraient dû réussir à faire, au moins au niveau local. Nationalement, ok, le basket, c'est ce que c'est. Mais ici, ça devrait être ancré, tu vois ce que je veux dire? Ça devrait être... Antibes, moi, franchement, je te dis, quand je suis arrivé, c'était une ville basket, c'est-à-dire, ça respirait plus que le foot. Ah, bien sûr. C'était basket, tu vois, tout le monde joue au basket, c'était basket, tu vois. Et je suis désolé, maintenant, tu vois, par exemple, tu vas au Stade Foch le samedi et le dimanche, il n'y a personne qui joue au basket. À mon époque, le Stade Foch, il était plein le samedi après-midi, mais tu étais obligé d'attendre pour jouer des fois. Souvent, c'est un peu dommage. Tu sortais, t'étais en bas. Franchement, c'était le top. Franchement, c'était pas même jusqu'à Nice Ouest et tout ça, ça jouait grave. Stade Charleroi et tout, frère. On allait là-bas, laisse tomber. Moi, j'ai connu l'époque Indouane, tout ça. C'est un peu ces délires qu'il y a presque plus aujourd'hui, un peu hip-hop et basket. Ouais, ils ont perdu un peu. En France, là, du moins, tu vois, parce qu'aux États-Unis, c'est un truc de fou, le basket. Hein. Même, j'ai envie de te dire un peu partout. Tu vas en Espagne, tu vas à côté. Là, en Espagne, en Italie, le basket, c'est un truc de fou. Même en Allemagne, ça a décollé de malade. Ouais, c'est clair. Même en Angleterre, j'ai envie de te dire, ça commence un peu. Il y a qu'ici où ça va, tu vois. Là, il y a Tony Parker qui a mis des sous à Lasvel. Là, je sais pas s'il va arrêter sa carrière, mais même s'il fait encore un an, tu vois, bientôt il arrête. Et à partir de là, je pense, tu vois, lui, quand il va mettre vraiment la main au panier, tu vois ce que je veux dire, vraiment, quand il va être là, bon, vas-y, je prends les choses en charge, ça va monter un peu. Il faudrait. C'est dommage, franchement, c'est un beau sport, le basket. Moi, pour en avoir fait un an, pour en avoir fait un an en sport-études, franchement, c'est un méchant sport. Franchement, c'est top. En plus, j'ai joué toute ma jeunesse avec toi, avec tout le monde, là. Avec Zeyou. Même, c'est vendeur, tu vois ce que je veux dire, à l'image. C'est vendeur, il y a grave de belles actions. Franchement, moi, comme je dis, tu vois, je pratique le jiu-jitsu brésilien, j'ai fait du foot, tu vois, mais pour moi, le plus beau sport à regarder à la télé, visuellement, c'est le basketball. Je veux dire, et pourtant, je kiffe, par exemple, l'UFC, je kiffe tout ça et tout, mais ça m'est arrivé de me faire chier dans un combat même de l'UFC, tu vois ce que je veux dire. Je me suis jamais fait chier dans un match de basket, tu vois. C'est toujours d'action. Après, ça peut arriver un mauvais match. Je te parle de NBA. On parle de NBA. Je te parle pas de championnat. Même si je kiffe l'Europa League, je sais pas comment ça s'appelle le truc là. Mais frère, la dernière fois j'ai encore été. La dernière fois j'étais là chez moi, j'ai RMC Sport. T'as vu, ma femme elle a pris RMC Sport pour l'UFC. Et il y a des matchs de Barcelone et tout. Putain, ça joue bien, mais c'est pas beau. C'est agressif. Oh là là, les maillots, y a rien qui va, les mecs, faut tout refaire. Tu l'as vu, l'UFC en Russie?
déjà de cette semaine? Non, je l'ai pas encore vu là. J'ai vu j'ai commencé à le regarder. Ouais, Overeem. J'ai commencé à le regarder et je me suis fait un peu chier d'ailleurs depuis son premier combat. On en parlera plus tard dans le podcast. Pourquoi tu dis ça? Le tout premier combat? Non, pas le premier. Le tout premier combat, c'est un spinning back kick dans la bouche qui finit le combat direct. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Mais je sais que je me suis endormi. Tu vois, pendant l'UFC. Arrête. Non, je te jure. Bien. Pourtant, il y avait de l'action. Non. Et... Pour un UFC en Russie où il y avait que des pas connus, justement. Moi, je suis de cette époque où, je sais pas, là, tu vois, là, ça commence à tourner l'UFC. Je kiffe, hein, mais ça commence à trop tourner en pied-point. Et ça, moi... Alors, on va me dire oui, parce que passionné aussi, Lucas. Ouais, passionné, ouais. Après, je suis pas, tu vois, poussé comme lui. Je pratique pas, tu vois ce que je veux dire. Mais il regarde tous les UFC depuis le début. T'as déjà pratiqué au moins une fois avec lui pour tester Non, jamais. Il t'a jamais amené? Non, si, bah déjà. Attends, est-ce que je me suis entraîné avec toi, avec Mehdi? Non, je me suis entraîné. T'as fait une fois avec Mehdi. Quelques fois avec Mehdi, vite fait. Ouais, mais après, c'est compliqué, lui, tu vois. Faut pas que. Il a une carrière quand même, il a un truc à. Ouais, j'avais des. Tu vois, il fallait que je fasse gaffe. Faut faire gaffe, une torsion de genou, tu sais, sur un mouvement. Avec lui, ça va vite. Non, mais même toi-même, tu vois, tu te fais un faux mouvement ou quoi de genou, tu te blesses. Ouais, non, mais là, par contre, tu vois, là, je vais arrêter le basket pour de bon et là, je vais me lancer là. Mais bon, bref, pour dire. Non, mais après, le jiu, franchement, c'est. Moi, après, bon. Je veux pas parce que je suis pratiquant et que. Donc, on va dire, j'ai un parti pris, tout ça et tout. Mais moi, j'ai toujours dit, ça me fait penser. Pour moi, c'est vraiment l'aspect du combat au sens littéral, c'est-à-dire dans le sens où, alors. Quand t'es petit, les premières choses que tu fais, c'est pas tu te mets des pastèques ou quoi, tu vois, c'est tu te prends, tu te chamailles, ça tombe, ça roule, c'est du corps à corps, tu vois, et moi ça me rappelle ça. Et en même temps, ça enlève pas le côté efficace, tout ça et tout, mais ce côté, tu vois, enfantin, tu vois, c'est comme ça que, tu vois, tu t'amusais, tu vois, donc, bon, bref. Et pour dire que, par rapport à ça, je voulais dire, j'ai perdu le fil, les mecs. De l'UFC, ouais, je parlais de l'UFC, du basket en fait, et je voulais revenir donc à RMC Sport, c'est ça que je disais à la base, c'est que j'ai voulu regarder un match, enfin, ça joue bien, mais c'est moche, l'éclairage, ça va pas du tout, le marketing, y a rien, faut virer, y a rien qui va, les mecs. Il y a les têtes qui doivent tomber. C'est pas possible, là, faut évincer des mecs, hein, faut licencier des gars, là. Alors, moi, c'est ce qui me tue, moi, c'est que les mecs, il y a un truc de base, frère. Et pourtant, ça joue bien, c'est beau, enfin, si tu t'attardes vite fait, c'est du beau basketball. Moi, je comprends pas les ralentis, ça va pas. Ouais, non. Ça va pas. Pourquoi on n'a pas la caméra fantôme avec le beau truc, tu vois, comme ils ont là-bas? Pourquoi les ralentis sont moches, frère? On dirait qu'on a 2 caméras, tu vois ce que je veux dire, par match. Je sais pas, mettez 10 caméras dans le truc et ça va être beau. Ah non, mais c'est clair. Il y a plein de choses. Franchement, juste de la coupe de cheveux des joueurs à tout. Le match, frère, la Jeep Elite en France. Où c'est que tu vois des images? Ah non, c'est clair. Non, mais le basket, même sur les réseaux, moi, ça va, je suis le basket quand même. Ouais. Eh ben, sur ma vie, que je vois pas d'image. C'est vrai que le basket, faut que j'aille moins chercher les résultats, tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que le basket, c'est un peu inexistant en France. Ouais, ils arrivent pas à vendre le truc, alors qu'il suffit que tu mettes des images. Il y a grave, on a les meilleurs athlètes d'Europe. Tu vois ce que je veux dire? En France, on a les meilleurs athlètes d'Europe, merci à l'immigration. Et tu vois ce que je veux dire? Donc, on devrait avoir les meilleures images, ça devrait être grave canon. Ah, c'est clair. Et carrément, on est là, on a rien. On a un top 10 avec une vue de là-haut, là. Frère, non, c'est pas sérieux. Gérard, t'as pris la VHS ou pas? C'est pas sérieux, frère, c'est pas sérieux. J'avoue, ça, c'est vrai que putain, la caméra fantôme, s'il vous plaît. Moi, ça, et frère, moi, les maillots, hein, je suis désolé, je reviens sur les maillots, mais il faut tout changer, les mecs. Ça aussi, non, ça va pas du tout, les maillots, frère. Quand t'as écrit casino, ouais. Du maillot, ça le fait pas, frère, c'est pas possible. Ouais, mais même, ils sont moches. Les couleurs, le choix des couleurs, du vert, du vert moche, du jaune. Carrément, Barcelone, ils ont les maillots de l'équipe de foot en basket. Non, mais ça va, ça, c'est moi, ça va. Bah, c'est bien. Ça va pas du tout, c'est moche. Non, mais c'est vendeur, ouais, on va dire, c'est Barça. Moi, ça, je respecte. Ouais, mais le maillot, alors, c'est le maillot en lui-même qui va pas. Il y a quelque chose, hein. C'est la texture, il y a quelque chose. Faut les faire dry fit, un truc. Je sais pas, mais tu regardes un NBA, c'est simple. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Ils sont trop beaux, les maillots, frère. C'est ça. Carrément, ça devient. Pas de pub, maintenant, ils ont mis une pub, ils ont dit, on va mettre la pub sur le maillot aussi. Ils ont mis un petit truc comme ça, mesquin sur le côté, tu vois même pas. Ah, mais c'est classique. Carrément, les maillots NBA, c'est des classiques de vêtements que t'as l'été pour mettre l'été
pour sortir tellement ils ont réussi. T'as déjà mis un maillot d'une équipe de Jeep Elite? Ah non, je sais même pas, franchement, frère, je savais même pas ce que c'était la JP Elite. Tu vois ce que je veux dire, même des Sharks. Je savais même pas ce que c'était la JP Elite. Les Stars, je suis allé 3 fois y voir parce que j'ai des places gratuites. Autant dire que c'est pour payer pour aller voir des gens qui perdent. Tu vois, voilà. Ce que je disais ici, si tu gagnes pas, ça va plus pas, frère, oublie. Non, ça va. J'ai déjà un frigo à nourrir, les mecs. Ah oui, il y a des fans. Non, mais franchement, non, mais après, et en plus, je vais te dire, j'ai bien kiffé et tout parce que la première fois que j'ai été, je m'attendais pas à ça, tu vois, c'était futuriste, carrément, la salle d'Antibes était futuristique, la salle franchement, moi je suis allé à des matchs NBA, c'est le même genre de délire en mini, tu vois ce que je veux dire, en miniature, c'est le même genre de délire en miniature, mais le contenu là, ce qui se passe sur le parquet, ça va pas, tu vois. Frère, déjà quand t'arrives à un match NBA, t'as un t-shirt sur ta chaise. Déjà, à un moment, les mecs. Ça coûte cher, à un moment donné. Ça coûte cher. Oui, mais les mecs font un effort. Vraiment, je veux dire. Dans l'année, au moins, tu peux le remettre, tu vois. Je sais pas. Là, moi, je suis allé voir les Heat, frère. Je suis arrivé. C'était même pas un match de playoff, c'était contre les Pacers. Et cache un t-shirt sur le truc. Frère, et la différence, c'est que je crois que en fait, eux, ils prennent ça comme une sortie. C'est-à-dire comme si nous, comme on va au cinéma, eux, ils sortent pour aller voir un match de basket. Tu vois ce que je veux dire? C'est même pas parce que la plupart, ils connaissent pas vraiment, surtout l'américain moyen, je veux dire, que ce soit l'UFC ou frère, il va s'y connaître plus en basket, il va s'y connaître plus que le mec lambda français. Ah oui, bah ouais, tu vois ce que je veux dire? C'est dans leur culture. Ils ont grandi avec. Et puis si on arrive dans le sud, alors là, frère, t'as perdu encore. Voilà. T'as la France et les États-Unis, tu perds 10 ans, et là, dans le sud, tu perds 20 ans. Tu fais du jiu-jitsu brésilien, c'est la danse, là, c'est quand vous bougez le fion, là. J'étais dans la capoeira. Je t'ai dit jiu-jitsu brésilien, tu me parles de capoeira, de quoi, toi? Ouais, mais putain, j'en peux plus, ça. Ça, franchement, frère. Maintenant, je suis arrivé que comme dit, ouais, c'est ça, oui, je fais de la danse. De la danse classique, ça. Non, mais c'est infernal. Non, mais ça, c'est infernal. Sur du franc une culture, on a une culture sportive, malheureusement, en France, qui est. D'ailleurs, je crois que j'avais vu comment ça s'appelle ça? Pas un sondage, mais pour dire qu'en fait, en France, il y avait 70% de Français qui faisaient pas de sport, un truc comme ça. Ouais, voilà, ça, tu vois, c'est pareil. Là, tu vois, aux États-Unis, le sport, tout le monde en fait. Ouais, tout le monde en fait. Ici, tu fais quoi? Sortie des 2 ou 4 heures de sport par semaine, tu vois ce que je veux dire? Encore, c'est forcé. Quoi? Et la plupart à l'école, tu vois. 4 heures de sport, frère, c'est beau. Je te parle, on parle pas de l'école, on parle des gens de la vie. 4 heures de sport, c'est beau pour les gens. Tu vois, ça fait 1 heure, ça fait 4 jours sur 7. Non, mais il y a peu de gens qui font ça déjà. Les enfants, ils en font pas. Ouais, déjà les enfants. Ouais, quand même, si, moi je vois les enfants, si, t'en as quand même au foot. Ouais, t'en as plein au foot et tout, mais dès que t'arrives, tu vois, déjà quand t'arrives au collège, ça commence à être un peu moins, tu vois ce que je veux dire, dès que ça grandit. J'ai dès que les gonzesses. Tu me feras pas dire ça aussi. Bon, c'est un autre débat, je veux pas rentrer dans les choses qui se passent, mais. C'est quand même le truc, à un moment. Il y a un truc d'Alexander. Putain, le mec avec les cheveux longs, là, j'arrive chaque mois. Attends, je le kiffe et. Merde. Alexander, on va l'appeler. Il est sur YouTube. Pour regarder, c'est un mec de Gracie Barra, il a les cheveux longs, c'est un ancien, un vieux de la vieille qui a été ceinture noire par, je sais plus, Carlson ou un truc comme ça. C'est un vieux de la vieille, tu vois. Kurt Oostlander. Voilà, Kurt Oostlander. Et il parlait un peu de son académie, je regardais un reportage sur lui, tout ça et tout. Parce que c'est un mec hyper connu dans les réseaux, tout ça et tout, au niveau JT. Il disait, c'est ça, mon académie, moi, c'est 85% de loisirs, 15% de compétiteurs. Et ce qui est marrant, c'est que je vois un peu toujours la même chose. Je vois toujours un mec un peu gros qui arrive dans mon académie, qui a pas confiance en lui, tout ça et tout. Au bout d'1 an de jiu-jitsu, il commence à maigrir, il perd du poids. Donc forcément, il sert des meufs qui sont plus jolies qu'avant. Et de là, il finit avec la meuf. Avec la meuf, il arrête de venir s'entraîner, il redevient gros, il se sépare de la meuf et il revient à l'entraînement. C'est ça. Et c'est dommage parce qu'il faut quand même que. Enfin, moi, je pense que. Moi, j'étais au Brésil, j'ai eu la chance avec le foot et le jiu-jitsu brésilien de pouvoir voyager un peu partout. Et je comprends pas que. Ça devrait être culturel, ça devrait être même culturel. On devrait l'inculquer à
aux enfants, tout ça et tout, ce côté sport. Je veux dire, que t'ailles courir, que t'ailles faire du... C'est à l'école, frère, ça doit faire partie de l'éducation. Regarde, aux États-Unis, c'est à l'école. Tu représentes ton école, t'as tous les mecs de ton école, toutes les petites meufs, tu vois, ce que tu dis là. Mais quand c'est à l'école, t'as toutes les petites biches là de ton école, elles sont derrière toi, elles sont là à t'encourager, t'as cache envie d'être le meilleur sur le terrain, tu vois ce que je veux dire, c'est pas genre t'es entre mecs là-bas, là, nanana, et personne vient te voir et personne sait ce que tu fais. Non, là t'es caché en bombe si t'es un bon sur le terrain, et rien que ça pousse le truc, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr. Donc, Puis après il y a le côté financier, forcément aux États-Unis, c'est dessus des gros contrats, des trucs. Ouais, puis ça te paye tes études aussi là-bas. Ouais. Tu vois, t'es bon en sport, ils te proposent des bourses, ici t'es bon en sport, qu'est-ce que c'est? Ouais, et l'école, ouais. J'en pas le rapport. Au contraire, vas-y, arrête l'école. T'es bon en sport, arrête l'école. C'est clair. C'est clair. Après, nous, au foot, on a de la chance, on a des centres de formation quand même qui sont ancrés depuis des années. Ça a changé. Moi, je te parle déjà, c'était à l'époque, ça. Ouais. C'est vrai que ça a changé. Non, mais je te parle même à nos époques communes. Nous, le foot, c'était forcément déjà beaucoup plus les centres de formation à Monaco. C'était. Non, mais regarde, parce que. 15 ans, t'as un studio. Rien que cette année, là, j'ai placé un petit, là, tu vois, d'un quartier, dans un centre de formation. T'es devenu agent ou Non, tu vois, c'est parce que c'est un petit dont on prend soin, tu vois, avec Mike, justement, on en parlait tout à l'heure, tu vois. Bref, tu vois, on va pas dire qui c'est tout ça, machin, mais le petit, tu vois, il est parti dans le centre. Il faisait ce qu'il voulait, le petit. Ils étaient déscolarisés. Il se couchait à 3h du matin, il se levait à 10h du matin. Ouais, personne ce que je veux dire. Et après, ils l'ont viré, lui. Il a fait une couille pour faire un exemple, ils l'ont viré, tu vois ce que je dirais, voilà, le petit là, il est là. Alors que, tu vois, à la base, moi, je pensais qu'il allait là-bas, en plus, c'est pas un petit merdeux, tu vois, genre, l'école et tout, il gère. C'est bizarre, il y a personne pour le gérer, parce que, peut-être après, on va dire, je parle de moi tout le temps, mais je veux dire, je peux parler que de mon expérience, quoi. Je veux dire, les centres de formation, nous, c'était cadré, quoi. Je veux dire, tu vois, par exemple, pour te donner un exemple, on avait un garde. Parce que nous, on avait un garde. Je veux dire, nous, ça se passait dans le stade Louis II, tu vois, donc, dans le virage, vous pouvez regarder, t'as 20 fenêtres comme ça. Et en fait, c'est 20 espèces de petits studios, tu vois. Avec ta douche, tes toilettes, ta chambre, tout ça et tout. Et au bout, t'avais quand même un gardien. Et frère, ils avaient même installé, au bout d'un moment, parce qu'il y en avait qui avaient fait des petits coups de Trafalgar, tu vois, avant qu'on arrive, ils avaient installé des boutons et ça indiquait quand la porte elle s'ouvrait, elle se fermait, à quelle heure elle s'ouvrait, elle se fermait. Et avec les caméras, tu pouvais voir qui était rentré à quelle heure et tout, en fait. Ah, frère, mais t'es obligé de structurer le truc, tu vois. Bah oui, avec les jeunes, tu sais qu'ils vont, tu vois, bon, bref. Si tu laisses des jeunes entre eux, frère, c'est ça, si tu les laisses laisse tomber. Toi, par exemple, aujourd'hui, il y a un jeune qui veut devenir pro, qu'est-ce que tu lui conseillerais ? Quel conseil tu pourrais lui donner ? Barre-toi aux États-Unis. Non. Franchement, tu peux. Au contraire, maintenant, tu vois, les mecs, ils envoient. Les mecs de NBA, ils envoient des scouts partout dans le monde maintenant, tu vois. Ce que je veux dire, quand il y a un jeune qui est promoteur, il ne rate plus, tu vois. Je veux dire, ça y est, c'est pas comme avant. Mais c'est le sérieux, en fait, tu vois. C'est-à-dire, si tu veux vraiment être pro, mais c'est un peu, quelle que soit la carrière que tu as envie de faire, en fait. Tu vois, c'est pas que pour le sport, ça. Mais si tu as envie vraiment de réussir, tu dois capter que tu dois un peu moins profiter maintenant pour plus profiter plus tard. C'est ça le truc, je pense, tu vois, quand les autres, tu peux pas faire comme les autres. Autrement, tu vas être comme les autres. C'est tout, c'est l'équation, elle est là. Hein. C'est dur, hein, ça, justement, de faire. Après, quand tu prends de l'âge, tu comprends, mais au moment où tu dois le comprendre, c'est très, très compliqué. Ouais. D'ailleurs, c'est pour ça, franchement, je suis. Tu vois, il y a plein de gens, tu vois, qui me plaisent pas de premier abord, style en sportif, hein, je parle, ou même d'autres gens, mais que j'admire, c'est la personne quand même, tu vois, pour ce qu'elle est. Je donne un exemple, Kobe Bryant, tu vois, ça n'a jamais été une personne que j'aime, tu vois, de par son attitude, tout ça et tout. Et frère, quand je lis son bouquin, que je vois sa méthode, que je vois son sérieux, frère, tu peux être aussi jeune, aussi impliqué, aussi sérieux, mais c'est pas donné, c'est donné à c'est le mec qui savait déjà jeune, il savait ce qu'il voulait faire. Parce que lui, c'est vraiment jeune, à 17 ans, 18 ans, il a commencé avec les Lakers. High school, il arrive jeune. Et c'est un mec... Mais lui, c'est à la limite de la maladie. Mais non, mais c'est un truc de fou. Il y avait une petite interview d'un joueur, je sais plus c'était qui était aux Lakers pendant un moment, et c'était un bon joueur, hein, le mec. Hein. Il disait qu'à un moment, il avait voulu, tu vois, s'améliorer, passer un level, tu vois. Donc, il venait un jour, il était venu 1 heure avant l'entraînement. Il avait décidé de venir 1 heure avant l'entraînement. Et quand il est arrivé, il entend des trucs, des ballons sur le parquet, et il regarde, c'était Kobe Bryant, il était déjà là, tu vois. Et la fois d'avant, et il a dit, il s'est entraîné à bloc et tout, il s'est arrêté.
il était crevé, il prenait des trucs, buvait et tout, et il entendait encore un ballon rebondir. Regardez, c'était toujours Kobe Bryant qui continuait à s'entraîner, frère. Ah, mais Kobe, il y a des histoires légendaires. C'est un truc de fou. Et attends, frère, le lendemain, il se dit, bon, je vais venir 1h30 avant. Frère, il arrive 1h30 avant, l'autre était déjà à la salle, en train de d'entendre des ballons. Il a dit, non, mais c'est un ouf, vous pouvez pas l'imaginer. Et franchement, ça, je suis admiratif de la personne en dehors, même si je peux ne pas apprécier, tu vois, ce qu'il dégage, ou tu vois ce que je veux dire, mais putain, c'est pour moi. T'es obligé de respecter le travail, frère. Non, mais même en dehors du travail, je veux dire, c'est incroyable à cet âge-là d'avoir cette mentalité-là. Moi, c'est ça qui m'impressionne. Moi, c'est une mentalité que j'ai acquise avec l'âge, tu vois. L'entraînement dur, tout ça et tout, tu vois. La plupart. Mais quand t'as ça à 17 ans, en plus, t'es talentueux. Mais quand t'as ça en plus, frère, mais c'est incroyable. Il y a qui a ça? Tu finis comme Kobe, hein. Ouais, ou LeBron James, ou des mecs comme ça. Parce que LeBron aussi s'entraîne dur. Hein. Mais même si ton potentiel, même si ton maximum, tu vois, il est pas aussi haut, quoi qu'il arrive, tu vas arriver à ton potentiel, tu vois. Alors que la plupart, on va dire que 80%, 90% des mecs qui commencent du sport, même qui sont là à dire ils le font sérieusement, ils atteindront jamais, tu vois, leur maximum. Est-ce que pour un jeune dans le sud, c'est dans la région, là, Nice, truc et tout, est-ce que c'est compliqué de percer juste avec le concept, tu vois, entraînement 3 fois par semaine ou 2 fois par, je sais pas comment c'est le basket, ou 2 fois par, c'est vraiment, enfin moi je vois ça comme si tu t'entraînes pas tous les jours, déjà jeune, franchement, c'est comme tu dis à un moment, si tu fais comme tout le monde, t'as ce qu'ils ont tous les autres, en fait. Ce qu'ils ont les autres. C'est-à-dire, si tu t'entraînes 2 fois par jour, t'auras comme les gens qui s'entraînent 2 fois par jour. C'est ça. C'est tout. Si t'es un peu plus talentueux, tu seras un peu meilleur. Mais ça, c'est hyper dur pour les jeunes de pouvoir aller s'entraîner tout seul. Après, moi, je vois le basket, par exemple, maintenant, c'est pas mal structuré quand même. Ouais, moi, je vois mon neveu, tu vois, il est là, il a 11 ans, il s'entraîne tous les jours. Ah, c'est cool, ça, c'est bien. Tous les jours. Même des fois, même, c'est un peu trop, je trouve. C'est quoi? C'est un espèce de centre de formation déjà, un pré-centre de formation? Il est et au sport-études et à Antibes, tu vois, où il y a des entraînements, et comme ils sont en championnat de France, tu vois, ça commence à faire donc ils s'entraînent tous les jours et ils jouent les week-ends. Donc, ça commence à faire, hein, quand même. Hein. Non, de ce côté-là, ça va bien avancer quand même. Ouais, c'est bien. Ouais. Et aussi, un autre truc, je sais que t'es un peu dans le rap et tout ça. Enfin, dans le rap. Je sais que vous faites ça plus... si, vous faites ça sérieusement, mais je veux dire, vous cherchez pas, comme on avait eu Steve il y a quelques temps, il nous expliquait que lui, cherchait pas vraiment à percer absolument. Tu vois. Disons que nous, on fait ça, mais depuis toujours, hein, tu vois, on a toujours fait ça à notre manière. Ouais, ça fait longtemps. On nous l'a beaucoup reproché, tu vois, parce que on sait très bien qu'il y a le talent pour mais à un moment donné, tu vois ce que je veux dire, c'est un vrai taf, quoi. Oui, comme tout. Moi, j'avais le sport en même temps, donc tu vois, je pouvais pas consacrer autant que je voulais, puis j'avais d'autres choses, tu vois. Après, on aurait pu mieux faire, c'est sûr, mais le plus important, je pense que pour nous, du moins, tu vois, c'est vraiment la musique. Ouais, c'est un kiff. Ce qu'on veut, c'est vraiment faire la meilleure musique possible. Ouais, tu vois ce que je veux dire, vraiment faire la meilleure musique possible. Et après. Il a fait 2 super. Après, Steve, moi c'est le meilleur. Ah ouais, frère, franchement, il est super chaud. Il est super chaud. Après, on va dire, ouais, c'est notre ami, donc on dit que c'est le meilleur, mais je veux dire. Moi, forcément, tu peux pas l'enlever d'un top 5 éventuel français. Pour moi, c'est sûr, certain. Faut pas si on prend vraiment au niveau de ce qu'il dit, des phases, de tout, et en plus, et je trouve qu'il y a un truc aussi qu'il a, c'est qu'il a quand même, il a progressé avec son temps. Grave. Il est pas resté parce que je me suis pris vite fait des rappeurs là qui ont voulu faire un peu à la nouvelle mode. Le comeback, c'est ça, c'est dur, hein, tu sens que c'est forcé. Ouais, c'est un peu chaud. Faut rester comme t'es parce que là, tu fais de la merde. Tout simplement, avec Vust, il y a jamais eu de comeback. C'est-à-dire, c'est un mec, il a toujours été tout le temps au studio et il a tout le temps fait sa musique. La plupart de ses titres, je dirais, ils ont pas été entendus. Tu vois, la plupart de ses couplets, personne les connaît parce qu'ils sont simplement jamais sortis alors qu'il a fait des trucs de fou toute sa vie. Mais maintenant qu'il a décidé, tu vois, de sortir sa musique, en fait, tu vois, et vraiment sérieusement, tu vois ce que je veux dire, les gens, ils vont capter. Après, comme il a dû te le dire, lui, il fait pas ça pour percer, pour devenir connu, machin, tout ça. Ouais, je sais. On fait ça vraiment, tu vois, pour la musique. Inf, par exemple, tu vois ce que je veux dire, lui, voilà, lui, il est en marche. Lui, il est en marche pour faire son truc, et c'est très bien, tu vois, mais il a été pris en main par des professionnels, tu vois, Dan Dada, dédicace à Dan Dada.
Tu vois, ils l'ont signé et du coup, de suite, t'as vu l'évolution, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que s'il était resté avec nous, il aurait fait comme nous. Non, mais c'est vrai, à un moment donné, tu vois. Ils sont d'où ces mecs? Ils sont d'où les mecs là? Je les connais pas, moi. C'est des mecs de Paris. Ah, on y revient. Ça aussi, j'avais un petit débat avec Vust. Ça aussi, j'avais un petit débat avec Vust la dernière fois sur le concept du Sud et de. En vrai, le truc, il est là, frère. En vrai, le truc, il est que si on avait vraiment voulu. Il fallait monter à Paris. Bouger. Ouais, et à un moment donné, on est bien d'accord. T'as vu, on est chez nous, on est bien. Ouais, t'es bien dans le Sud, il fait chaud. Là, tu vois, il est là la moitié du mois, si ce n'est plus, il est pas là, tu vois. Ah, frère. Mais de toute façon, t'es obligé. Comment, je veux dire, les gens ils disent ouais, comment t'as fait pour avoir ta ceinture noire en 5 ans et demi? Frère, pendant 5 ans et demi, et même encore pendant, je vais pas te dire ça, maintenant ça fait 17 ans, pendant 5 ans et demi, j'ai fait que du jiu-jitsu. D'ailleurs que frère, j'ai eu la chance aussi d'avoir des sponsors, mais je veux dire, je suis parti au Brésil les 5 mois sur 12 mois, tout seul. Même si t'as l'argent, il y a des gens qui le font pas, tu vois. Je veux dire, pas de chance, j'allais m'entraîner, je m'entraînais 4 à 6 heures par jour, 5 jours sur 7, qu'avec des mecs ils ont plus faim que toi parce que eux, c'est leur seul moyen de s'en sortir dans la vie, tu vois, je veux dire. Donc, forcément, t'es obligé de passer par là de toute manière. Parce que je débattais avec Vust sur le fait que le Sud, quand même, c'est une belle région, hein. Moi, je kiffais tout, mais forcément, c'est une région, moi, j'appelle ça devient une région dortoir, en fait, avec, pas malheureusement, mais il faut bien qu'il y ait des personnes âgées et qu'ils aillent quelque part au soleil, hein. Mais je veux dire, on est au ralenti un peu, que ça soit niveau musique, niveau tout. J'ai envie de te dire, tu sais quoi, moi, je pensais comme toi, hein, mais en vrai, j'ai vu un truc la dernière fois, genre, ça disait qu'ici, c'est une région où, je crois, c'est la première région pour les jeunes cadres. Oui, ils descendent, machin. Ouais, mais parce qu'on a un pôle d'ingénieurs qui est associé anti-police. Ouais, c'est vrai. Ah là, c'est trop peur. Et les autres ingénieurs, je suis désolé, mais ça te fait. Hein c'est pas ça qui fait tout chiffre d'affaires. On est du Sud, frère, c'est comme ça, tu vois ce que je veux dire. On va vraiment chill, c'est comme ça, on chill. On est wavy. C'est comme ça, hein. Le soleil, les palmiers, frère, t'as pas envie d'aller vite. Ouais. Moi, ça me fait chier un peu. Des fois, je te dis, c'est un peu chiant. Non, mais tu vois, mais pour en revenir à la musique, clairement, si on avait... il aurait fallu vraiment, tu vois, monter sur Paname beaucoup plus et les choses, elles auraient pu... Ouais, mais vous avez pas eu... Moi, je sais, c'est parce que vous avez pas eu... Enfin, vous faisiez ça pour... parce que déjà, vous kiffez la musique... mais vous n'aviez pas envie de tomber aussi dans un système où quand vous commencez à aller sur Paris, squatter avec les gens. Non, tu sais, on a voulu faire vraiment le truc en indépendant, tu vois ce que je veux dire, faire notre truc, machin et tout, avec Damba Fondation, et c'est ce qu'on fait toujours, tu vois ce que je veux dire, mais toujours de la même manière, c'est-à-dire quand on n'est pas là, on va pas monter à Paris 2 semaines par mois, tu vois ce que je veux dire, pour la musique, etc., etc. Aujourd'hui, en plus, maintenant, on peut sortir notre musique vraiment plus facilement qu'à une certaine époque. Donc, voilà, juste on fait notre truc, on va en studio, on fait notre truc, on sort, bim, prenez-vous ça vous plaît, vas-y, on en refait un autre et voilà. D'accord, ok. Est-ce que vous arrivez quand même un peu à pas, je sais pas en vivre, mais à quand même, on va dire, vous rembourser le temps passé, les frais parce que forcément, il y a en tout cas, pour moi je parle pour moi, tu vois. Aujourd'hui, il en vit, tu vois ce que je veux dire. Il prend des trucs à droite, à gauche, tu vois ce que je veux dire. Ça, voilà, et aujourd'hui, il est en train de vraiment se remettre en marche, tu vois. Il est en train de montrer à tout le monde que, voilà. Donc, s'il veut manger avec ça, il pourra manger avec ça. Moi, personnellement, en tout cas, je sais que c'est pas là-dessus que je compte. Je fais ça vraiment par passion. Moi, c'est un investissement. C'est pas un investissement, en fait. Ouais, bien sûr, je sais. Toi, c'est le kiff, toi. T'as toujours kiffé la musique, de toute façon. Et c'est petite anecdote avec Lucas, c'est chez lui qu'on regardait les premiers MTV Europe. Tu te rappelles? Cette époque, je peux pas oublier. Vous avez fait ramener les cassettes, tout ça. Vous avez fait ramener les cassettes en VHS de Yo. Et frère, c'était l'époque London Pussy, Wu-Tang, Ice Cream, tout ça. J'ai connu aussi. London Pussy, pardon, Pussy, moi. London Pussy. Moi l'histoire, c'est ma mère, elle avait acheté la parabole pour capter les télés arabes. Ouais. Puis quand elle était pas là, je la tournais. Et j'avais la télé allemande. Et du coup, j'avais MTV en allemand, mais c'était la même. C'était de la folie. Et je kiffais, il y avait justement tout ça, Public Enemy. C'était la folie, cette époque, avec les clips de Method Man, avec Mary J. Blige. Monstrueux.
L'époque où on allait à Cannes acheter des CD au plus 24. Ah, c'était un concept, ça. Ah, c'était de la bombe, c'était de la bombe. Et qu'est-ce que je voulais dire? Donc, et maintenant, qu'est-ce que tu fais? Alors, tu joues à golf géant, c'est ça? Ah ouais, je jouais à golf géant avec mon frère en National 2, tu vois, c'est amateur, c'est vraiment histoire de... Là, ça y est, tu vois, c'est plus 2 fois par jour, c'est 3 fois dans la semaine, c'est vraiment pour le plaisir. Et là, voilà, j'ai fait ça 2 ans. Et là, je vais arrêter tranquillement, là, tu vois ce que je veux dire. Là, maintenant, je fais d'autres choses, je fais la musique toujours, tu vois, à côté. Parce que je sais aussi que t'es entrepreneur, d'ailleurs. Ouais, voilà. Ce samedi, là, j'étais au Space Jump dans le 91. Ouais, c'est ça. Parle-nous-en. Bah écoute, on a commencé, t'as vu, il y a 4-5 ans, on a ouvert le premier parc à trampoline en France. Ok. Et c'est top, hein. Franchement, je me suis régalé. C'est un truc qui a bien décollé depuis, tu vois, et là, on va ouvrir, si Dieu le veut, là, le 3e bientôt, là. D'accord. Donc, tu vois, de ce côté-là, c'est cool, et mais ça commence à prendre du temps, donc... Là, c'est sympa, parce que dedans, vous avez un peu plein de styles de trampoline, vous avez le truc, là, de, comment on appelle ça, ballon prisonnier, en fait. Ouais, c'est ça, t'as ce qu'on appelle le dodgeball, tu vois, c'est ballon prisonnier sur trampoline. T'as le panier de basket le aussi. panier de basket, t'as la fosse, t'as le wall. Ouais, c'est sympa. Tu vas ouvrir sur la région? Le but, tu vois, c'est ça, c'est qu'on aimerait bien en ouvrir un ici, mais il faut le bon emplacement, t'as vu. C'est hyper compliqué pour les locaux ici. Ouais, c'est ça, c'est que nous, c'est des grands entrepôts qu'il faut. Il faut une hauteur de ouf. Et donc, c'est soit quelque chose qui est construit spécifiquement pour, et là, ça coûte vraiment des sous, donc il faut quelqu'un, tu vois, qui soit vraiment lourd derrière, ou alors trouver le bon emplacement, et c'est pas facile, quoi, c'est pas facile sur la côte. Mais ouais, on espère en ouvrir un ici. Franchement, c'est marrant. Franchement, c'est marrant. Franchement, c'est top. Tu te régales carrément. Les petits se régalent. En plus, cool. Franchement, c'est fatigant, cette connerie. Hein. Ah, oublie, les gens au début, ils disent une heure, parce que tu sais, tu payes à l'heure, ça, les gens ils disent 1 heure, nanana. Au bout d'une demi-heure, ils sont en train de boire de l'eau. Non, mais laisse tomber carrément. Même quand tu te jettes dans la piscine avec les mousses, là. Tu ressors pour ressortir de là. Pour ressortir, frère. Laisse tomber. Carrément, des fois, je lâchais à faire. Le milieu de l'océan. C'est un workout. Laisse tomber, c'est le vrai gars en plus quand t'es lourd, tu vois. Plus t'es lourd, plus c'est galère. Les sables mouvants. Carrément. Là, c'est un truc de fou. Les sables mouvants. Tu rigoles. Carrément, à la fois, j'ai lâché l'affaire de le faire parce que j'en avais marre de sortir trop dur, carrément. Dis-moi, chaque fois que t'appuies, ça s'enfonce. T'es là comme un con. À essayer de sortir, et tu vois des putains de les petits, vu qu'ils sont frêles, tu sais, ça te saute dessus, c'est des mouches ces trucs là, ça te saute dessus sur les carrés, ça te monte comme ça le carré, toi t'es là, comme dans un sable mouvant. Ah, mais c'est top, ça, c'est top. C'est bien, moi, ce côté entrepreneur aussi, c'est top. Ça. Ah, c'est important. C'est vrai, on en a souvent parlé, tout ça et tout, parce que nous, moi, avec ma femme, on avait ouvert un resto, donc on avait parlé de tout ça et tout. C'est super important de faire plein de choses, quoi. Hein. Ouais, c'est ça. Les gens, tu vois, on a tendance à penser que c'est pour les autres, tu vois. Mais en vrai, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire, être entrepreneur, c'est juste mettre un peu son nez dans des bouquins et avoir une idée et y croire. C'est ça. Ouais, après le reste, après, il faut un peu d'argent forcément aussi, mais de l'argent, tu peux trouver. Mais j'ai envie de te dire, l'argent, c'est quoi carrément Si t'as la bonne idée, tu trouves les investisseurs. T'as compris, tu vois. C'est carrément si t'as fait tout le travail vraiment qu'il y a en amont à faire et que t'as l'idée qui va avec, tu vas trouver l'argent, c'est pas le problème. Mais si t'arrives juste, toi, j'ai envie de faire ça, t'as pas 10 000 ou t'as pas... C'est sorti d'où le côté entrepreneur? C'est parce que t'as lu des bouquins ou c'est parce que tu t'es dit à un moment, attends, vas-y, j'arrive à la fin de ma carrière, faut que j'essaie de trouver un truc ou... Non, parce que franchement, j'ai commencé... En fait, quand je me suis blessé la première fois, là, on en parlait tout à l'heure, là. Ouais. Enfin, quand je me suis blessé longtemps, là, tu vois, j'ai dit, ça va vite. Tu vois ce que je veux dire, ça peut vite sauter tout ça. Ah. Et donc là, j'ai commencé un peu à y réfléchir. Non, même pas à investir. Non. J'avais commencé un peu, mais des investissements de base, tu vois, vite fait. On parle d'immobilier, tu vois. Ouais, tu vois, un peu d'immobilier, mais encore, j'avais pas pu faire grand chose parce que j'avais été blessé, j'avais dû utiliser, tu vois, du cash, quoi. Et donc, ouais. Mais par contre, j'avais cette idée en tête que moi, de toute manière, je voulais être mon propre patron, tu vois, quoi qu'il arrive, je voulais être le boss, quoi. Tu vois. Moi, avec les gens, bien sûr. Quand je dis ça, c'est pas genre je suis en haut et tout le monde obéit. Non, on est une bande, tu vois ce que je veux dire. C'est le fait d'avoir une certaine liberté. Tu vois, voilà, exactement, qu'on puisse gérer notre emploi du temps, nos idées, nos trucs, nos machins. Et voilà, tu vois, l'opportunité s'est présentée. Et j'ai foncé, hein.
Simplement. Mais tu lisais pas spécialement de bouquins, de trucs. Pas spécialement à ce moment-là, un petit peu, tu vois. J'ai toujours un peu été. Ouais, c'est après que c'est venu, tu vois. Mais j'ai toujours été un peu, tu vois, des bouquins un peu surtout, que ce soit sur la science, soit sur la spiritualité, la philosophie, tu vois, par curiosité plus qu'autre chose. Et après, c'est devenu un peu plus précis. D'accord, ok. Et ça marche bien, Space Jam ? Ouais, écoute, le loisir divertissement, c'est un bon business, quoi qu'il arrive, tu vois. Les gens, c'est clair. T'as envie que tes enfants ils s'éclatent, quoi, tu vois, quoi qu'il arrive. Ah, donc, surtout maintenant. Ouais. Et donc c'est un truc qui marche, mais voilà, il y a beaucoup de concurrence, tu vois. Il y a beaucoup de concurrence et faut. Ouais, j'ai vu maintenant que ça c'est. Tu commences à voir un peu partout. Donc tout le monde va pas. À la fin, pas il en restera qu'un, mais il en restera 2, 3, tu vois ce que je veux dire. Tout le monde va pas, voilà. Mais pour ça, faut prendre les bonnes décisions, là, maintenant. D'accord. Et les projets, quoi, c'est donc quand même de... En fait, c'est franchisé, vous faites des... Encore, bientôt, là, pour l'instant, on ouvre ce qu'on appelle en filiale, tu vois, c'est-à-dire c'est à nous à 100%. D'accord. Mais on va bientôt passer au franchisé, tout ça. Là, on commence à avoir pas mal d'opportunités. Les gens, ils commencent à capter. En fait, ce qui se passe, tu vois, c'est qu'en gros, tu peux tout acheter sur Internet, t'as eu ce que tu veux aujourd'hui, mais le loisir divertissement ou la muscu, t'es obligé de sortir de chez toi. Ça veut dire, tu peux pas le faire comme... La muscu, on va dire, à la limite, tu peux, mais tes enfants, un trampoline, tu vas pas le mettre dans ton appartement, tu vas pas faire le truc, t'es obligé de sortir les enfants. De merde qui mettent... Et encore, ça coûte une blinde. Tu vois ce que je veux dire, les enfants, t'es obligé de les sortir quoi qu'il arrive, tu vois, pour que ce soit dehors ou que ce soit en intérieur quand il pleut. Donc ça, tu peux pas l'acheter sur Internet. Donc à partir de là, tu vois, les enseignes, elles captent qu'elles ont besoin du loisir divertissement pour faire venir les gens chez eux, en fait, tu vois ce que je veux dire. D'accord, ok. Donc c'est pour ça que c'est un bon business, entre autres. D'accord, ok. Tu comptes ouvrir d'autres choses, faire d'autres choses ouais, moi, franchement, maintenant que tu vois que j'ai capté un peu le truc, les affaires, c'est des affaires, en fait. Une fois que t'as compris les affaires, comment ça marche, je dis pas que j'ai capté, je suis en train d'apprendre, tu vois, mais je commence à avoir un peu d'expérience. Et avec ça, je pense que tu peux t'attaquer à d'autres secteurs après, tu vois. C'est juste avoir la bonne vision, la bonne idée. Si j'ai un truc dans la restauration, je trouverai quelqu'un, tu vois, qui connaît la restauration et qui sera chaud, et tu vois, et voilà, on se lancera, tu vois ce que je veux dire, je suis à l'affût, quoi, on va dire. D'accord, ok. Cool. Fouad, quelque chose à rajouter? On t'a pas trop entendu pendant ce podcast. Non, mais j'écoute attentivement, c'est une histoire intéressante. Le parcours de notre invité, c'est nickel. Parfait. Yes, je pense que c'est bon, hein, le podcast numéro 11 est bouclé. Ouais. Fight Time. Super. Avec Lucas Vebob en invité, et comme d'habitude Samuel Monin, ceinture noire de jiu-jitsu brésilien. Yes, Sam. C'était bien cool. En plus, moi, c'est mon deuxième ami d'enfance qu'on reçoit, qu'on invite, et qui, pour moi, quand t'as été en équipe de France, présélectionné équipe de France de basket, que t'as joué à haut niveau, le haut niveau, en fait, les gens, ils se rendent pas compte comment c'est et comment ça... Même, je veux dire... La pression. Ouais, mais même en dehors de ça, tu vois, moi j'ai une image dans ma tête qui me reste, c'est quand j'avais 16 ans, je fais mon premier match en pro, j'étais remplaçant. Et quand j'étais assis sur le banc, frère, ce qui m'a marqué, c'est la vitesse à laquelle ça allait. Carrément, même moi qui étais entraîné, qui était en stade, je me suis dit, oh non, mais j'ai dit, faut pas que je rentre. Carrément, dans ma tête, j'ai dit, faut pas que je rentre, ça va trop vite, là. Frère, ça allait trop vite. C'était abusé. J'ai cette image-là en tête, tu vois ce que je veux dire? Alors que je m'entraînais avec les pros, j'ai trucs, mais entre les matchs et trucs, entre l'entraînement et les matchs, et frère, c'est une autre dimension. Là, je me rappelle, en plus, c'était à l'époque de Sonny Anderson, quand ils ont gagné le championnat de France, Thierry Henry, tout ça et tout. T'avais mieux être prêt avant d'arriver, quoi. T'avais diffusé, t'avais dit 10 missiles. Ouais, laisse tomber, l'autre, il courait comme un cheval au galop, là. Ouais, laisse tomber, carrément. Non, c'est un peu, et les gens, ils se rendent pas compte le haut niveau, des fois, enfin, ils se rendent pas tout en compte le haut niveau, ce que ça demande. Donc, ça fait super plaisir de t'avoir reçu, poto. Ouais, c'était cool, merci pour l'invitation. Merci à toi, et si t'as des liens ou quoi, tu me mets des trucs à rajouter, je les mets dans la description pour que les gens puissent accéder, s'il y a des sites internet, etc. C'est cool. Merci à toi. Merci à toi. À plus. Peace. Yeah, big up, Fight Time.